simba guitare na maboko okeno belenga elenga mokili ekobaluka atandele mondele akosukwana atandele kobaluka atandele mokili ekobaluka Monsieur Didier Ibouila, je reviens vers vous, tout aussi bien auprès de Monsieur Hilaire que le professeur Jean Léon. Qu'est-ce qui emmène le Congo à l'indépendance? Qu'est-ce qui nous fait partir, qui nous fait sortir de l'état de colonie à l'indépendance? Quelles sont les circonstances qui nous y emmènent? Je voudrais bien le savoir. En tant qu'internationaliste, j'ai toujours tendance à privilégier certains éléments beaucoup plus au niveau international. Il est vrai qu'il y a une pression qui va naître de l'intérieur du pays avec tout ce qui se passe dans d'autres pays africains. C'est toute une longue histoire pour... Entre autres le Ghana avec Kwame Nkrumah au Ghana. Les gens... Mouvement de prise de conscience, vous voulez dire? De prise de conscience, mais n'oublions jamais, et c'est un élément important, que déjà, la Russie comme les États-Unis commençaient à en avoir marre avec la colonisation par les puissances européennes. C'est du fait qu'elle-même n'y tirait pas profit ou parce qu'elle est plus regardante des droits humains? Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis deviennent la puissance impériale mondiale. À cause de la guerre mondiale? Après la Deuxième Guerre mondiale. Ça devient manifeste. Déjà, avec la Première Guerre mondiale, les États-Unis avaient marqué une présence en Europe. Mais la Deuxième Guerre mondiale fait un véritable shift. Shift, c'est en anglais. Changement. Un véritable changement où la Grande-Bretagne, qui est à la tête des États colonisateurs avec la France, cède la place aux États-Unis, mais qui, eux, n'ont pas de colonies. De façon formelle, où ils ont des États par-ci par-là comme des colonies. Ça, on peut revenir, les États-Unis ont aussi une colonie. J'espère ne pas mettre... Mais je ne voudrais pas y aller en détail parce que ce n'est pas ça le sujet. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les États-Unis et l'ex-URSS vont faire pression, parce que les Nations Unies sont déjà nées, vont faire pression pour que ces États arrêtent avec la colonisation. Et cette pression, mise ensemble avec la pression interne, dans différents espaces qui étaient des colonies, et dans les cas qui est le nôtre, les pressions avec la création de la BACO, l'évolution avec tout ce qu'on a connu comme, rappelez-vous, des martyrs de l'indépendance, toute cette évolution va amener à ce que nous puissions arriver à l'indépendance. Les détails sont là, comment nous sommes allés à la conférence, à la table ronde, ça sont les détails. Mais au moins, l'idée essentielle, c'est que la pression extérieure et la pression interne font ensemble que la Belgique va céder et va accepter que nous puissions devenir un État indépendant contre les regrets. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut être souligné comme étant des éléments de prise de conscience réelle au niveau de nos populations? Surtout en ce qui concerne le Congo. Oh, je dirais ceci, pour ajouter ce que Didier vient de dire. Monsieur Ouais, il y a aussi, n'est-ce pas, la Révolution française qui déclare que nous sommes tous égaux.
Donc ça aussi, ça a un impact réel aux indépendances africaines. Bien que c'est 100 ans, C'est 200 ans... bien loin au-delà de, qu'intervienne même la révolution. Il faut aussi, une révolution il faut aussi vécue par le peuple britannique lui-même. Tout à fait. Il faut aussi ajouter, n'est-ce pas, la théorie marxiste qui dit que tout est changement. Marx dit tout est changement. Bon, il définit ces changements en se référant au modèle de production sur le plan économique. Mais sur le plan social, et d'ailleurs il a, comme l'économie a des implications sociales, ce qui fait à ce que le changement économique donne des changements sociaux. Partant de ces principes, de cette théorie-là, le pays colonisé devrait à tout prix devenir indépendant. Et cela n'a pas commencé seulement avec les pays africains. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les États-Unis aussi ont été colonisés. Ils ont demandé leur indépendance. Alors ce changement-là devrait, coûte que coûte, venir. Et c'est ça qui est d'ailleurs caractérise la théorie marxiste, c'est les changements. Donc, quelle était la prise de conscience à l'époque, parce que j'ai servi comme secrétaire particulier à Papa Eléo, le Papa Eléo et les autres, les cardinaux Maloula, ils avaient déjà mis sur pied une revue qu'ils appelaient la conscience africaine. La conscience africaine. Et ils écrivaient des articles pour que les gens prennent conscience, avant l'indépendance, à ce que nous devenions indépendants comme les autres pays africains, par exemple le Ghana, qui était le tout premier pays africain noir. Est-ce qu'on ne pourrait pas également, je ne sais pas si vous êtes du même avis, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que s'il y a quelque chose qui s'est appuyé en faveur de ces prises de conscience qui surgissaient au niveau de nos populations, c'est aussi également le fait que ces nations occidentales, particulièrement européennes, avaient été fortement affaiblies par la guerre, et également les réalités vécues par nos populations africaines qui, à l'occasion, pour soutenir leurs anciennes colonies, avaient participé à ces guerres, leur avaient fait comprendre que c'était beaucoup plus. L'Europe, quand on l'a regardé de loin, ce n'était pas cette réalité, c'était une réalité tout à fait différente de celle qu'ils ont pu appréhender en venant sur ces territoires et en approchant le colon, et d'autant plus que, surtout en ce qui concerne le Congo, je crois que les rapports, vous l'avez bien évoqué, il fallait avoir une certaine attitude, une certaine conduite avant qu'on vous reconnaisse le statut d'évoluer, et on vous attribuait par la suite une carte de mérite civique. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y avait, je me permets d'utiliser le terme, une sorte de ségrégation, c'est-à-dire une évolution sociale au niveau de ces colonies, si nous pouvons citer que le Congo, où le Congolais, en fait, il était tenu à distance. Et c'est vrai, on accède à ces indépendances parce qu'il y a une conscience qui naît, qui surgit, qui s'amplifie, et qui va par un concours et si vous pouvez me prêter un terme, je ne sais pas, quelque chose que vous vouliez évoquer, qui vont s'amplifier, c'est ce que je voulais dire, et qui nous mèneront à cette indépendance. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, du point de vue économique, quand un pays comme le Congo accède à l'indépendance, à votre avis? Bon, sur le plan économique, les choses sont clairement établies qu'en 1960, quand le pays accédait à l'indépendance, le niveau de vie était très élevé par rapport à d'autres pays actuels qui sont entre autres ce qu'on appelle le pays dragon, c'est-à-dire
vous avez ici la Corée du Sud, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez la Malaisie. Tous ces pays avaient une économie inférieure à celle du Congo. Et même plus tard que ça, quand Mobutu créera la monnaie Zaïre, cette monnaie avait la même valeur que la monnaie de l'Angleterre ici, parce qu'à l'époque, un Zaïre équivalait à 2 $. Donc, nous étions économiquement très forts, très forts quand nous accédions à l'indépendance en 1960. Moi, je me rappelle qu'en 1969, quand je suis allé à l'école secondaire, bon, j'ai quitté mon Kassai pour le Bandundu parce que c'est là où se trouvait le séminaire pour notre diocèse. J'ai dû payer à l'internat à l'époque 5 Zaïres toute l'année. 5 Zaïres. Et mon père, qui me remettait 10 Zaïres chaque trimestre, donc il m'avait remis 30 Zaïres. Moi, je n'ai dû payer que 5 Zaïres. Et nous mangeons 4 fois, entre nous soit dit. Donc, tout en étant élève à l'école secondaire, donc en première année CO à l'époque, le cycle d'orientation, j'étais capable, donc ce que j'avais comme revenu, je pouvais payer les Minerval de 5 autres élèves. Donc nous étions économiquement très forts. Très forts. En comparaison avec d'autres pays que nous avions maintenant. Et je crois qu'il faudrait également l'évoquer, notre économie n'était pas uniquement basée sur les exploitations minières, pour ne citer que du point de vue de l'exploitation agricole. Ceux qui peuvent avoir cette information doivent savoir que le Congo exportait près de 200 produits agricoles. Donc du latex, de l'EVA, du cacao, du café, jusqu'à la citronnelle. Je ne sais pas si la majorité d'entre nous, l'huile de palme. Donc ça, ce ne sont que des éléments. Vous imaginez, c'est 200 produits agricoles. Si aujourd'hui nous avons tendance à, j'aime autant dire, nous attarder pour dire le pays, ce scandale géologique, l'économie du Congo, j'espère que le professeur Jean-Léon pourra valablement appuyer là-dessus, n'était pas uniquement du point de vue minier, il y avait le point de vue agricole. Il y a des étendues aussi grandes que le Royaume-Uni, ce pays dans lequel nous vivons, où nous sommes en train de parler pour le moment, qui étaient couvertes par des plantations. Des plantations telles que les plantations de palmiers à huile s'étendaient sur des territoires qui sont beaucoup plus grands que la Grande-Bretagne. Donc, notre pays, son potentiel n'est pas uniquement du point de vue minier, il est extrêmement large. C'est nous qui pensons que pour que nous puissions nous développer, il faut trop s'attacher aux richesses minières. Loin de là, nous sommes en Angleterre. De quoi vit ce pays? Des services. Ce pays vit essentiellement des services. Et quel est le niveau de vie ici au Royaume-Uni? Il n'y a pas longtemps, une livre sterling équivalait à 2 $. C'est beaucoup plus moins aujourd'hui, mais c'est un pays qui est organisé essentiellement sur les services. Donc, c'est parce que peut-être on n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout. C'est d'abord une émission. C'est pas un enseignement où aujourd'hui c'est tel chapitre, après on vient pour un autre chapitre. C'est compliqué, c'est toute une histoire. Puis-je vous demander, pour ne rien escamoter, vous pourrez intervenir dans le sens où vous voulez. Le jour de l'indépendance, quelle est cette réalité? Comment la vivent les Congolais? Professeur Ibouila. Non, les jours de l'indépendance. Continuez à vous appeler professeur, excusez-moi, monsieur Ibouila. Ah oui, ça, je vous le concède. Moi, j'ai donné mon avis là-dessus. Non, les jours de l'indépendance, je serai peut-être pas brutal, mais les gens vont être surpris que j'utilise ce mot. Quelle est la réalité? Les jours de l'indépendance, c'est la réalisation dans laquelle les gens vivent. Oui, les jours de l'indépendance, c'est la réalisation et la matérialisation de l'escroquerie belge. Ah bon? Oui. Parce que les Belges savent que ces gens ne sont pas indépendants et ne vont pas devenir indépendants. Rappelez-vous, Janssen dit déjà avant que 30 ans avant l'indépendance, c'est 30 ans après l'indépendance. Ça, c'est juste après l'indépendance. Ils vous disent que
avant l'indépendance égale après l'indépendance. Donc 30 ans, on promettait qu'on voulait bien qu'on ait encore 30 ans de colonisation avant qu'on tel que l'avait proposé devienne l'avocat mais ce que je voulais dire, c'est que on vous dit avant l'indépendance, c'est après l'indépendance. Et même dans l'armée, la même phrase est répétée. Ce qui est grave, des forces qui doivent garantir l'intégrité territoriale, des forces qui doivent protéger les citoyens, mais vous venez leur dire que ce qui s'est passé avant l'indépendance, ça va continuer à se passer après. Donc en réalité, l'indépendance est confisquée les mêmes jours qu'on nous fait croire qu'il a été donné au Congo. Donc, c'est pourquoi j'utilise le terme, peut-être qu'il n'est pas scientifique, mais j'ai dit, c'est les jours de la matérialisation de l'escroquerie belge. Donc, on nous dit que nous sommes indépendants, oui. Mais en réalité, nous commençons une autre étape d'une sorte de colonisation, mais qui est masquée. Et vous verrez à la suite, ils vont être au centre de tous les petits coups pour que les pays ne soient pas organisés, vous avez voulu pour que les pays ne soient pas gouvernés. Oui, oui. En fait, je voulais... c'était pour aborder dans le même sens que M. Jean Léon, mais regarder cela dans le sens un peu plus social. Voir le Congo, le parcours vers l'accession à l'indépendance, le Congo après l'indépendance et aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a... Je souhaite que vous n'alliez pas, vous n'anticipiez pas, évoquer, si vous pouvez, je vous en prie, évoquer pour nous la réalité sociologique au moment de l'indépendance. Si, au moment de l'indépendance, le Congolais, c'est un Congolais qui est révolté. Parce qu'il a suffi d'un petit rien, le 4 janvier 1959, pour que la goutte qui a fait déborder le vase, fasse déborder le vase ce jour-là. Il suffisait d'un petit rien. C'était un match de football. Après le match de football au stade Roi-Baudouin, je pense que c'était le stade Roi-Baudouin, je pense Jean-Léon. C'était le stade Roi-Baudouin à l'époque, oui. Le stade Roi-Baudouin, et puis au niveau du quartier Matongé, Rankin à l'époque, c'était parti, c'était les fusillades, les gens sont morts. Les gens, comme l'a expliqué Monsieur Didier et le professeur Jean-Léon, les gens en fait n'attendaient que cela. Parce qu'ils étaient prêts, ils ont appris tout ce qui s'est passé à travers l'Afrique, au Ghana, l'autre. Et ils savaient, leurs parents, ce sont ceux-là qui ont combattu pendant la guerre mondiale pour le colon. Mais en fait, lui, il est colon, il vient ici, il est en train de nous mater, mais nous avons fait la guerre pour lui. Qu'est-ce qu'il est en fait? C'est là où ça commence à provoquer cette révolte-là. À votre avis, jusqu'au 4 janvier 1959, peut-on déjà, au niveau des Congolais, évoquer des revendications d'accession à l'indépendance? Je voudrais également revenir, c'est-à-dire pas des faits historiques, quelque peu en arrière, pour évoquer la personne illustre de Simon Kimbangu, qui fut, je ne sais pas s'il faut dire chef religieux, j'ai peur de mal utiliser le terme, mais une personne dont l'aura a mobilisé un nombre important d'autres personnes autour de lui dans un enseignement religieux et pour lesquels réagira ceux qui colonisaient le Congo comme étant un courant plutôt politico-religieux. Est-ce que cela imprègne réellement, est-ce qu'on peut l'évoquer pour dire que ce sont des éléments qui amplifient cette prise de conscience et ce besoin de pouvoir être libéré, à votre avis? C'est effectivement vrai. Avec le mouvement politico-religieux, comme vous voulez dire, de Simon Kimbangu, qui avait en fait prédit, prophétisé pour dire, voilà, un jour, le blanc prendra la place du noir, le noir prendra la place du blanc. Et
Après, il va encore rattraper Simon Kimbangu, c'est le chanteur Adou Elenga qui va chanter avec l'indépendance du Congo. Il va chanter Attendez-les, Mokili Ekobon. Voilà. C'est en fait là qu'il va encore amplifier cette prise de conscience au niveau de la population noire. Bon, j'ajouterai, comme il vient de dire là, j'insisterai sur cet aspect de la doctrine marxiste, cet aspect du changement. Vous voyez, Adou Yenga, un simple chanteur, il dit Mokilo Gobaluka. Donc ça va changer un jour. C'est qu'il revient à ce que Marx avait dit. Qu'on le veuille ou non, le monde connaît toujours des changements. Absolument. Même jusqu'à ce niveau, nous avons des changements qui arrivent de façon ou d'une autre. Avec le mur de Berlin qui n'existe plus. Bon, je ne connais pas trop bien Kimbangu. Je ne connais pas. Oui, parce que ici. C'est quand même stupéfiant pour un Congolais. Non, trop bien. Enfin, il faut être réaliste parce que. Très bien, oui, c'est vrai que très bien, ce serait trop osé. Il ne maîtrise pas sa doctrine. Vous connaissez. Je ne maîtrise pas la doctrine de Kimbangu. Voilà. Moi, je sais qu'il y a une religion Kimbangu fondée par Kimbangu qui a même aussi des déformations, s'il faut le dire. Aujourd'hui, là, les Kimbangu, c'était dans ce que nous appelions le kiminimisme, mais ils ne sont plus là parce que actuellement, ils sont partis du principe selon lequel Kimbangu, c'est le Saint-Esprit. Bon, ça c'est un tout autre domaine. C'est tout un autre domaine. Bon, mais ce qui est vrai, c'est que Kimbangu a quand même une grande influence. Surtout déjà, parce que jusqu'à aujourd'hui même, il y a des gens qui croient que demain ou après-demain, les Noirs sera plus supérieur que les Blancs. C'est déjà un esprit qui est injecté par la théorie kimbanguiste, par la personne de Kimbangu. Ça a aussi contribué de manière positive, de manière grande, donc de manière importante à la prise de conscience, à l'émancipation de l'homme noir, de son état qui était le sien à l'époque du colonialisme. Alors, donc, nous ne pouvons pas vraiment négliger l'impact qu'a eu, n'est-ce pas, cette prophétie de Kimbangu sur la suprématie de l'homme noir. Bon, si le plan social, disons qu'il y avait déjà des remous, les gens voulaient à tout prix aussi s'en débattre, parce que, qu'on le veuille ou non, même si vous avez un enfant qui est votre enfant, et quand vous le punissez, vous le mettez à genoux, mais ce qu'il ressent dans son cœur, vous ne connaissez pas. Bon, la souffrance qu'avait subie le nègre à l'époque, bon, ça a créé aussi une certaine... Donc, si je peux me pencher sur, dans le même avis, c'est pour vouloir dire qu'il était tout à fait normal qu'à la suite d'autant de frustration, que l'on puisse avoir ce type de réaction. Ah, tout à fait. C'est ce que je... C'est en fait une accumulation de souffrances. Oui. Mais quand vous accumulez ces souffrances et que devant vous se présente un message, il est lancé en face de vous un message que les changements arriveront, que ailleurs déjà les autres sont en train de changer, ils ne sont plus comme nous, ils sont indépendants. Les Ghana est déjà un état indépendant. Simon Kimbangu avec son message et s'accumule à cela le 4 janvier. À partir des matchs de football, ça se transforme en révolte générale. Tout ça s'accumule et ça met en place une dynamique qui ne va plus reculer, une dynamique qui ne pouvait qu'amener les Belges à comprendre que le Congo devait devenir un État indépendant. Effectivement, professeur Ibouila, monsieur Ibouila, nous accédons à cette indépendance. L'indépendance, cette réalité de cette accession à l'indépendance ne dure pas longtemps. Quelles en sont les raisons? D'abord, ça ne dure pas longtemps, j'ai dit ça. Les Belges ne sont pas convaincus eux-mêmes que quand ils disent vous devenez indépendant, eux-mêmes, ils n'ont pas envie de s'arrêter là. Ils pensent qu'ils peuvent continuer encore à manipuler comme ils le faisaient avant.
mais aussi les discours brusques de Lumumba lance un message fort pour signaler aux Belges que les choses vont changer. Et il leur dit d'abord que ce n'est pas un cadeau. C'est vrai que le discours du roi, c'est dans le sens de les rois pensent, il nous octroie cette les rois pensent que c'est un cadeau qu'ils nous ont amené sur un plateau en or. Mais Lumumba dit que c'est le fruit de notre combat. Ça, c'est bien vrai. Déjà là, même sur le plan protocolaire, ça pose déjà un problème. Un roi qui parle, mais toi, à peine tu deviens indépendant et toi, on t'a récupéré même d'une prison pour t'amener à la table ronde, tu étais retardataire même sur la table ronde, et puis c'est toi qui parles, tu es déjà têtu. Ça fait des problèmes. Et déjà, est mise en place une stratégie. Comment déstabiliser le Congo? Ce n'est pas l'effet du hasard, non. Une stratégie est mise en place. Il faut donner des arguments pour justifier notre présence au Congo. Et il faut montrer à ces gens, sans nous, ils ne peuvent pas évoluer. Lumumba est devenu Premier ministre, Kasavubu président avec tous les conflits que vous connaissez, qui devait être président, qui devait être Premier ministre, ça c'était réglé. Mais au moins déjà, dès qu'ils arrivent au pouvoir, il y a la rébellion qui commence. Je voudrais avoir votre avis, peut-être en 2 mots. Nous accédons à cette indépendance. Cette indépendance, vous avez bien utilisé le terme, elle est arrachée, elle n'est pas octroyée, mais néanmoins, elle ne vit pas longtemps. Et très rapidement, c'est des mutineries, c'est des sécessions. Donc nous basculons très rapidement dans l'horreur, dans le désarroi. Effectivement. Si vous deviez émettre un avis, le Congolais, s'y était-il mal pris? Le Congolais était-il naïf? Le Congolais était-il irresponsable? Comment qualifiez-vous cette période qui nous emmène dans ce basculement de la réalité, du fait indéniable de l'accession à l'indépendance à un renversement totalement brutal? Non, il y a un problème. Permettez, je voudrais un peu... Allez-y. Je pense que le Congo, à son accession à l'indépendance, le Congo y est allé un peu trop vite. Ça, c'est mon avis. Aussi, comment le défendez-vous? Quand nous accédons à l'indépendance, il y avait à peine, je pense, moins de 20 universitaires dans le pays. 4. Nous accédons à l'indépendance. Déjà, pour aller négocier l'indépendance, nous y sommes allés avec des partis plutôt, des regroupements tribaux. Des regroupements tribaux, je dirais, oui, que de partis qui représentent une nation, une patrie. Mais néanmoins, déjà là, au départ, on évoque bien qu'il y a une voix. Déjà là, on sent une cohésion au moins non, du point de vue de l'objectif. Il n'y avait pas de cohésion parce que chacun y allait avec son agenda caché. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est pourquoi d'ailleurs, absolument pas. c'est pourquoi d'ailleurs le roi Baudouin avait évoqué ce problème de guerre tribale. Il avait évoqué les guerres tribales. Non, le roi Baudouin dira que le passé du Congo avait été teinté de guerre tribale, de rivalité meurtrière. Mais la démarche qui nous emmène de la colonie à l'accession à l'indépendance, ce n'est pas une guerre tribale. Je pense que M. Iboui, là où... Quand le roi Baudouin dit que le passé, je ne pense pas que c'était un passé lointain. C'était un passé proche parce qu'il faut voir... Qu'est-ce que vous pourriez écouter exactement à ce point de vue? Quand Kasavubu est venu avec son regroupement, qui est appelé Abako, c'est simplement l'alliance des Bakongo. Je n'en disconviens pas. Ok. Oui. Bon, nous allons voir les autres. Il y avait Konakat, il y en avait beaucoup. Il y avait une connotation d'appartenance à un groupe ethnique quelque part. Néanmoins. C'est pourquoi je dis, quand ils sont allés en Belgique, à la table ronde, ils y sont allés en petit groupement tribal. Mais les revendications, globalement, elles ne sont pas de cet ordre-là. Je ne m'accorde pas dans ce sens-là. Je vais vous séparer. Je dirais que c'est vrai ce qu'il dit que
ce sont des partis politiques à l'époque, appelons-les comme ça, étaient des regroupements tribaux, c'est vrai. Mais néanmoins, il y avait une cohésion nationale. Donc, ils avaient une détermination qui était à l'échelle nationale. Parce que, avant même qu'ils ne commencent les négociations, ils ont demandé à une personnalité comme Lumumba de se trouver là. Et puis les MLC à l'époque, si je me rappelle, en tout cas, n'étaient pas seulement composés de Tétéla, des gens de la tribu. Absolument pas. Absolument non. Donc, je crois d'ailleurs, c'est d'ailleurs le seul parti nationaliste dans votre sens. C'est le seul parti qui, au fait, venait avec des revendications d'ordre national. Donc, je dirais que, qu'on le veuille ou non, il y avait une conscience nationale de nos aïeux qui sont allés à la table ronde pour négocier notre indépendance. Et ils sont allés d'une seule voix. Ce qui nous manque maintenant. Ils sont allés d'une seule voix. Et, comme vous le dites, il n'y avait que 4 universitaires. Mais, tous, ils n'étaient pas que 4. Donc, tous qui n'étaient pas universitaires avaient une détermination unique. Heureusement que ce n'est pas l'université qui crée le génie. Oui. Donc, ils avaient une détermination unique et nous avions eu l'indépendance. Ce n'est pas un simple fait négligeable. Nous avions eu cette indépendance. Alors, maintenant, est-ce que l'indépendance a été mal négociée? Je dirais non. L'indépendance a été bel et bien négociée. Mais pourquoi nous sommes arrivés à cet état? Je voudrais bien obtenir votre réponse à cet effet. Oui. Pourquoi nous sommes arrivés à... Je pense que chacun y est allé avec son agenda caché. Pour le besoin de la cause. Ils ont fait comme s'ils se faisaient front commun. Or, il n'y avait pas de front commun. Ce qui est vrai. Sinon, on n'aurait pas eu cet éclaboussement là au Congo juste 2 ou 3 jours après. Non, c'est que je veux... Personnellement, je ne suis pas du même avis. Je m'accorde à ce que Didier a dit. Vous savez que nous provenons d'une colonisation. Les gens qui nous ont colonisés, ils ont une stratégie. Et cette stratégie continue jusqu'à nos jours. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à nos jours. Ils ont une stratégie. Et là, nous devons... Sur quoi est-ce qu'ils font de cette stratégie-là? C'est sur nos faiblesses. Même aujourd'hui, nous prétendons être une nation, nous ne sommes pas une nation. La nation congolaise, je pense nous prétendons être une nation. Elle a déjà pris forme. J'estime à mon avis. Je ne voulais pas que nous attendions là-dessus. Mais il y a des défaillances. Absolument. Beaucoup trop de défaillances. Je le reconnais. Ce qui pose problème maintenant chez nous, c'est le problème de patriotisme. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Les gens n'aiment pas leur patrie. Je vais vous donner un exemple. Nous avons une idée. Quand vous voyagez, vous découvrez beaucoup d'histoires. Combien de personnes vous voyez avec des habits de couleur de notre drapeau quand vous êtes sur la rue, dans le coin de Tottenham, à East London, mais comparé aux Jamaïcains, quand il est habillé, sur 100 Jamaïcains que tu vas rencontrer la journée, 50 auront les habits avec la couleur de leur drapeau. Peut-être 30 auront un habit ou quelque chose avec les noms bien marqués Jamaïcain. Combien tu rencontres sur les rues de Londres, sur les rues de Birmingham, sur les rues de Liverpool, sur les rues de Newcastle, Nottingham? Combien tu vas rencontrer les Congolais habillés en couleur congolaise? Ne fût-ce que ça. Mais pour revenir à ce que nous disions avant, l'indépendance a été négociée. Déjà, les Belges savaient que ces gens ne voulaient plus de la colonisation et qu'il y avait un mouvement qui était général pour les indépendances. Je pense que il revenait aux Belges de mettre en place des structures adéquates pour la formation nécessaire des gestions de l'État. Mais c'est ce qui n'a pas été le cas. Ce qui fait que quand nous allons prendre le pouvoir, nous allons prendre le pays, nous n'avons pas tous les outils nécessaires pour gérer notre pays et mettre en place nos propres politiques. De telle sorte que pour chaque problème, nous allons nous référer
je souhaiterais que vous émettiez... Ils seront nos experts, ils seront ceci ou cela. Ils seront toujours à nos côtés, comme si nous étions encore. Je souhaiterais que vous émettiez un avis, même bref. Avait-on raison, dans le chef de certains, de pouvoir dire, pas à ce moment-ci, dans 30 ans? Vous seriez d'accord, vous? Moi, je dirais personnellement non. Parce que gérer un État, pour connaître ou avoir une idée sur comment gérer un État, ça ne doit pas vous prendre 30 ans. D'accord, merci. Parce que le besoin, c'était quoi? Qu'est-ce qui était nécessaire et important? Savoir gérer l'État. Oui. On n'a pas gérer l'État pendant 30 ans. Je crois, monsieur Kamanga, le problème est vraiment profond à ce qui concerne la nation congolaise. C'est un problème d'homme d'abord. Un problème d'homme. Je vais vous donner l'occasion de pouvoir y revenir, je vous en prie. Je voudrais simplement que vous n'anticipiez pas. Et que nous allions rapidement. L'indépendance et on bascule dans l'horreur. Et puis, après cette période, comment se gère le pays? Parce que de l'indépendance à la disparition de Lumumba, qui est l'homme événementiel de cette accession à l'indépendance, arrive une situation, une période de turbulence suscitée par des sécessions, comment on appelait ça, il y a même des mercenaires qui sont arrivés à l'est de notre pays, par exemple, qui se proclament président de la République du Congo. Il y a par-ci par-là des rébellions qui s'installent. Politiquement parlant, 1965, quand intervient Mobutu, à votre avis, est-ce que cela se justifie? Est-ce que c'était déjà un bon pas pour sortir de cette crise? Non, la crise a été mal négociée. Ou la solution à la crise a été mal négociée. C'est ce que j'allais dire. Par qui? Nous sommes en crise, le Premier ministre ne s'entend pas avec le chef de l'État. Qui peut révoquer l'autre, ça pose un problème constitutionnel. Mais au même moment, les Belges mettent en place des stratégies de déstabilisation du pays. Ils sont derrière tout le coup pour déstabiliser le Congo. Du point de vue constitutionnel. Il y a d'abord la révolte des militaires. Oui. Ça va, c'est sûr, avec la sécession du Katanga. C'est un concours de circonstances malheureux, c'est vrai. Tout du point de s'enchaîne. vue constitutionnel, parce que vous étiez en train de l'évoquer ici. Lumumba avait-il le droit, est-ce que le droit lui reconnaissait, c'est-à-dire la Constitution lui reconnaissait, de pouvoir révoquer Kasavubu? Non, ou vice-versa? il faut savoir traiter les problèmes. Le problème, c'est que Lumumba... Parce qu'il semble que c'est l'élément fondamental de la crise. Lumumba, lui, s'est dit, il est élu. Lumumba n'a pas été nommé comme un simple monsieur qui serait compétent. On dit, ok, parce que tu es compétent, tu peux gérer le pays. D'accord, du fait du droit, je veux dire, oui. Il est élu. Oui. Et il a la majorité. Oui. Et vous voulez révoquer un monsieur comme ça. Oui, mais néanmoins, est-ce que ce que je voudrais savoir, est-ce que la loi, le droit constitutionnel lui reconnaissait cet acte qu'il a posé en révoquant les faits d'histoire sont plutôt que le président Kasavubu va à la radio, prononce une allocution à la radio pour révoquer M. Patrice Emery Lumumba, qui était le Premier ministre, dans le système constitutionnel qui faisait de lui qu'il puisse être reconnu comme Premier ministre. Il avait une majorité au niveau du Parlement. Et c'est la majorité parlementaire qui a désigné le chef de l'État. Du fait du droit, je reviens sur ma question, du fait du droit, Kasavubu qui révoque Lumumba, avait-il le droit de le faire? Parce que par la suite, en réponse à ce que vient de poser Kasavubu comme acte constitutionnel, on ne peut pas le nier, juridique, Lumumba prononcera aussi la destitution de Kasavubu. Je voulais que vous puissiez répondre rapidement. Nous ne lançons pas un débat pour pouvoir passer à autre chose. Ni l'un ni l'autre avait raison. Parce que, au fait, Lumumba qui a la majorité parlementaire
ne pouvait pas être destitué par un président qui était en réalité désigné par le même Parlement, dont la majorité revenait au parti de Lumumba et à l'Élysée. Oui. Et Lumumba, de sa part aussi, ne pouvait pas. Et d'ailleurs, c'était une réaction de colère. À votre avis, comment serait-il sorti de la crise? Parce que la majorité parlementaire était du camp du MLC et alliés. Oui. Normalement, il faut dire que Kassavoubou était mal conseillé. Tout est parti de là. Ça, c'est une. Kassavoubou est mal conseillé. Oui. Il crée une crise dont les justifications constitutionnelles ne lui permettent pas en réalité d'agir ainsi. D'accord. Comment aurait-on pu sortir de cette crise? Pour sortir de cette crise, Oui. la seule solution, pas la seule, la solution la plus rationnelle pouvait être de dire, bon, comme nous sommes en crise, on ne se reconnaît pas, réorganisons les élections. Voyons qui encore détient la confiance du peuple. Ça pouvait être une solution pour mettre fin à la crise et à la fin. Et je sais d'ailleurs que Lumumba serait toujours majoritaire. Je voudrais dire ceci, qu'il n'y a aucun fait social qui soit unique. C'est-à-dire il est toujours lié. Quand on parle de l'administration de nos pays, vous devez voir ça dans un concert de la géopolitique. Ce n'est pas un cas singulier comme il faut le dire. Tout est lié quelque part. Donc la géopolitique intervient à tous les niveaux. Même maintenant d'ailleurs. Les élections, comment elles sont organisées au pays? Qui gagne les élections? Tout ça, il y a la géopolitique qui intervient. Alors, c'est dire si nous avions été capables ou à la hauteur de l'indépendance, je dirais oui. Et il faut aussi reconnaître que les dirigeants des pays sous-développés sont toujours liés à ceux qui les ont placés là-bas. Et ceux-là qui tirent les ficelles peuvent les manipuler d'une façon ou d'une autre. C'est pour cela que je dirais que oui. C'était un problème, je reviens à ce que j'avais dit, c'était un problème d'homme pour le cas de notre pays. Donc, quand vous faites une analyse politique d'un pays sous-développé comme le nôtre, vous devez voir tous les contours, tous les aspects, et plus particulièrement les aspects géopolitiques. Brièvement, à votre avis, comment aurait-on pu solutionner ce problème, cette crise? Bon, il fallait utiliser la sagesse africaine, non? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on se met autour d'une table, on s'est dit, pourquoi nous battons? Contre qui? Et pour qui? C'est ça. Et puis après, bon, on s'est dit, quand on connaît tous que nous avions arraché cette indépendance et que nous voulons le bien de notre pays, quand bien même il y a ceux qui tirent les ficelles en coulisses, nous pouvons nous réconcilier. C'est le cas aussi des ménages, par exemple. Si quelqu'un veut bien déranger un ménage et que les époux du ménage l'écoutent, le ménage sera dérangé. Vous avez entièrement raison, professeur Jean-Léon. C'est vrai, on se rend compte qu'il y a une crise. Vous avez évoqué comme entre autres solutions la sagesse africaine. Monsieur Ibouila a évoqué le fait qu'on aurait dû s'asseoir autour d'une table et sagement trouver une solution dont éventuellement la reconduite des élections. Oui, réorganiser les élections. Oui, je pense... Une des solutions. Ce serait admirable, ça aurait été formidable. C'est dommage, ils n'en sont pas arrivés là, parce qu'intervient déjà un troisième acteur, qui est M. Mobutu, qui est déjà devenu responsable de l'armée, et qui d'ailleurs, à la suite d'une allocution aussi, va déjà entrer dans la danse. Et M. Lumumba, entre-temps, est déjà en résidence surveillée. Et
il est obligé de s'enfuir. Il sera arrêté en chemin et dans les mois qui suivront, on procédera à son assassinat. J'ai déjà évoqué la turbulence que vivra le Congo et nous parvenons à la date de 1965 où carrément Mobutu prend le pouvoir. Monsieur Ibouila, Oui. à votre avis? Oui, effectivement, Mobutu va prendre le pouvoir de façon que nous connaissons. C'est le coup de la CIA, ensemble avec la Belgique, et ils vont chercher à mettre en place un homme fort, comme le terme le suggère aujourd'hui. Pour le bien des Congolais ou pas pour le bien des Congolais? Quand on met en place un homme fort, ça ne sera jamais pour le bien de votre pays. Nous sommes en pleine guerre froide. Nous sommes en pleine guerre froide. Et rappelez-vous que le pays est géopolitiquement sensible. L'Angola est un État à tendance socialiste ou communiste, disons. Il faut contenir l'évolution communiste. Et en La 65, Tanzanie, on prend les tendances, en le 65, aussi. en 65, nous venons de sortir d'une grande crise internationale. De 62, la crise des missiles, n'est-ce pas? Crise des missiles de Cuba, où la Russie déjà avait placé Des missiles en sur terre le territoire cubain. sur le territoire cubain et qui s'orientait vers les États-Unis. Danger. Parce que Fidel Ce Castro qu'il faut est faire, arrivé au pouvoir. nous n'en parlons pas ici, mais les États-Unis veulent s'assurer que l'idéologie communiste ne va pas ravager l'Afrique. Et ils sont en pleine doctrine qu'on appelle la relation internationale, les containment. Il faut contenir l'expansion idéologique. Et ils sont même en train d'embrasser déjà là, pas seulement les containment, mais même les rollbacks. Signifie pas seulement contenir, mais au besoin, faire partir les régimes communistes qui existaient déjà dans certains pays. Vous comprenez? Oui. Ce qui fait que la position géopolitique ou géostratégique, géopolitique et géostratégique du Congo fait que il faut avoir un homme fort. On n'a pas besoin de vos histoires qui est l'homme le plus populaire. Non, il faut avoir un homme fort pour contrôler l'Afrique, l'Afrique centrale. Et tout passe par le Congo pour aller au sud, au nord, à l'est. Vous êtes au centre. Un grand pays. Plein de richesses. S'agit-il réellement, vous utilisez le terme un homme fort, est-ce réellement dans le sens d'un homme avec l'aura qu'avait Mobutu, ou c'est beaucoup plus un homme que eux pouvaient contrôler? Non, mais les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mobutu a été contrôlé du premier jour jusqu'au dernier jour. Malgré les discours qu'il pouvait aller faire aux États-Unis, aux Nations Unies. Mobutu a toujours été contrôlé par ceux qui l'ont mis là-bas. Mais évidemment, dans une sorte de théorie de scénario, Oui. il pouvait faire comme s'il était contrôlé en faisant certains discours. Mais je suis absolument de votre avis. Mobutu a été serviteur fidèle des Américains jusqu'à ce que le patron a estimé qu'il avait joué son rôle et on qu'il le devait dira partir. d'ailleurs par monsieur... Il va s'entêter oui, et il va partir de l'ancien la ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Mais ici, monsieur Bill Richardson. Pour revenir à ce que nous disions avant, il prend le pouvoir et n'oubliez pas déjà que le Lumumba, avec les relations qu'on avait avec Kwame Nkrumah du Ghana, les Ghana avaient déjà envoyé certaines troupes pour protéger le Lumumba avec ce qu'il avait connu comme problème. Mais malgré ça, Mobutu prend le pouvoir, il l'organise à sa manière. Signifie, ce n'est pas que vous avez été élu pour être ministre ou quoi. Non, c'est un dictateur qui se met en place, une dictature qui se met en place, et les exécutions d'ailleurs vont être des preuves pour montrer aux gens qu'il est l'homme fort. Et je me rappelle que jusque
jusqu'en, disons, les années 80, citer seulement les noms de Mobutu. Citer seulement, c'est ton chef, mais citer seulement son nom à l'intérieur du pays, c'était un problème. Tu voulais préparer un coup contre le chef de l'État. Donc, les gens ont vécu sous la peur. Les gens ont été gérés dans un régime de terreur. Un homme fort, et d'ailleurs, qui va servir de relais pour la CIA dans l'Afrique, dans différents coups, dans différents problèmes. Il sera le pacificateur ailleurs. Là, il va chercher à résoudre un problème ou va chercher à rencontrer Santosh et sa vie, mais au même moment, c'est lui qui, c'est par lui que passent les armes pour combattre Santosh. C'est tous ces problèmes que nous allons connaître. Et 1960 à 1965, M. Hilaire, quelle est la réalité sociale? En fait, comme il est en train de le dire là, Mobutu était préparé déjà quand les Congolais sont allés à la table ronde. On était en train de le préparer déjà. Je voulais les Belges revenir sur le côté social, si vous plaît. Oui, j'arrive. Mobutu était déjà préparé à partir de cette époque-là, mais même quand il y avait des problèmes entre le Premier ministre et le Président, Mobutu était là, il était en train d'attiser le feu d'un côté, de l'autre côté, il était partout. C'est la belle époque au Congo, après l'indépendance, les gens vivent très bien, très bien. C'est d'ailleurs à cette époque-là, monsieur Jean-Léon sera d'accord avec moi, que c'est quand l'économie du pays marche très bien que le sport aussi de ce pays-là marche très bien. C'est à cette époque-là que nous avons eu l'équipe, une équipe très forte, l'équipe des Léopards. C'était les Léopards, ils ont commencé par être les Léopards avant de devenir les Lions, qui ont battu, en fait, détrôné les Ghanéens, qui trônaient en fait au niveau continental au football. Nous les avons battus à Accra. C'est juste pour te dire qu'à cette époque-là, l'économie était forte et tout allait très bien au pays. En fait, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un réel épanouissement social. Il y avait vie et les gens vivaient très bien. Très bien. Professeur Jean-Léon, vous accordez totalement du point de vue économique, on peut évoquer ça de la même manière? Oui. Après, à la prise du pouvoir de Mobutu, effectivement, il y a un essor économique tel que M. Hilaire vient d'évoquer dans ses aspects sociaux. Le niveau économique était déjà très élevé quand Mobutu arrive au pouvoir. Il a trouvé un matelas de devises qui lui permettra d'ailleurs de créer sa monnaie, les Zaïre. Juste après, enfin, à partir de 1965, tout était encore très bien. Quelqu'un pouvait quitter Lubumbashi avec sa voiture, oui, jusqu'à Ilebo, jusqu'à Kikwit, jusqu'à Kinshasa. Donc l'économie était bonne. En tout cas... En fait, si je peux ajouter quelque chose aussi sur le plan social, c'est à cette époque-là, je pense que Rochero a chanté Nzela ya poto koma Kinshasa na matete mbula nyonso na kendaka. C'est-à-dire que dans l'Europe à cette époque-là, le Congolais allait en Europe, il avait encore pas pour y résider, résider, de ressources financières, mais il y allait pour visiter, rentrer. Ouais. Alors donc, les choses vont se détériorer seulement quand il va prendre certaines mesures, entre autres la zaïrisation, la création de la monnaie d'ailleurs, parce que pour créer une monnaie, il faut avoir... C'est toute une technique. C'est toute une technique. Et d'ailleurs, là-dessus, tous ceux qui lui ont conseillé dans ce sens, il les a appelés les économies de chambre. Donc, on crée sa propre monnaie. Bon, ce n'était pas une très mauvaise chose, dans ce sens que quand on a sa propre monnaie, sur le plan économique, on peut créer, on peut faire ce qu'on appelle la relance économique. C'est-à-dire vous gérez votre propre monnaie. En fait, la matière est grande à expliquer là-dessus. Bon, la vie était encore très bien, jusqu'aux années même 88, 87. Moi, quand je suis allé pour la première fois à l'université, bon, j'avais une bourse de 35 Zaïre. 36. 35. 35. Ouais. C'était 35 Zaïre chez moi. Et
bon, je n'avais pas besoin de parents. Je pouvais payer mon billet pour aller chez moi sans problème. Donc, nous étions à -1, comme on le dit, à -1 du développement. À -1 du développement. Donc peut-on s'accorder pour dire que le régime qui est dirigé par Mobutu était tout de même dans la bonne lancée pour les régimes faire s'épanouir ce pays. Moi j'ai un avis contraire, à ce niveau ici. Moi je pense du moment où... Je m'explique. Parce que ici nous parlons de la période juste après le pouvoir. Après l'indépendance. Non, après la prise du pouvoir. Après la période de... Oui, je crois que c'est moi qui m'étais trompé en évoquant 60-65. C'est plutôt après la prise du pouvoir. C'est-à-dire la période qui marque le nouveau régime qui est installé. En fait, n'oublions pas que Mobutu a fait être en 2 ans au pouvoir. Et quand on analyse une économie quelconque, c'est-à-dire la courbe, ça atteint à un certain moment à l'apogée, et puis ça descend. Jusqu'à nos jours, cette courbe ne fait que descendre. Bon, à une période donnée, l'économie était bonne. Toujours dans la même tranche de période, les choses se sont détériorées. Jusqu'au départ de Mobutu. Du chef de la mauvaise gestion ou du fait des circonstances? Non, moi, je comprends ce qu'il dit. Je comprends ce que M. Jean dit. C'est que la courbe est là, on monte et on descend, n'est-ce pas? Dans l'ordre normal des choses. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est que dans l'ordre normal. La courbe montait, l'effet de montée de cette courbe n'est pas la conséquence de la gestion du pouvoir de Mobutu. Mobutu trouve en place les moyens et de l'argent qu'il va utiliser et les gens vont continuer à être payés, l'économie marche assez bien, mais quand il commence à prendre ces mesures et quand il doit commencer à dépenser beaucoup d'argent sur les services de sécurité, sur son armée, pour asseoir sa dictature partout, eh bien, l'argent est tiré de n'importe quelle caisse. Il n'y a aucune méthode de financement, ni des services de sécurité, ni de l'armée. C'est comme vraiment de façon traditionnelle, où il va envoyer quelqu'un pour me dire « Donne-moi ce que je trouve là-bas ». Vous devez donner. C'est un chef. Si vous ne donnez pas, pas seulement vous perdez votre place, vous pouvez perdre même votre vie. Rappelez-vous, Mobutu n'avait aucun sens de la vie humaine. Il en a exécuté. Et je voudrais compléter que je termine. Ça signifie que Mobutu prend le pouvoir, mais il prouve une économie déjà organisée, que les Belges laissent. Mais après, ça ne prend pas du temps. Il descend. Mais ça a été une longue courbe de descente. On ne pouvait pas sentir ça brusquement. Mais lentement et sûrement, on descendait jusqu'à ce qu'il nous a mis dans un trou. Et les autres, aujourd'hui, continuent à nous amener là où nous sommes. Oui, en fait, sur le plan social, il y a à l'époque 60-65. Après 65. Non, non, je reviens à cette époque-là parce que l'élément qu'il vient d'ajouter là, et je sais que je vais dire, va contribuer aussi à ce que les gens comprennent. Parce qu'à cette époque-là, souvent on parlait de « oh, il a détourné de l'argent, il a détourné l'argent de l'État ». En fait, il a volé de la caisse de l'État. Mais on n'entendait pas souvent les gens dire ça. C'était à cette époque-là que les gens envoyés en mission revenaient avec les factures, les justificatifs et revenaient avec le reliquat de ce qui leur a été donné pour remettre à la caisse de l'État. Mais après cette époque-là, c'est là où on va maintenant, ça sera même plus le détournement, mais ça sera, on va parler de vol parce que c'était en cascade. Comment les gens volaient dans la caisse de l'État, puisaient dans la caisse de l'État. Donc, en fait, c'est vrai, s'installe une mégestion, une gabégie qui fait que le Congo bascule dans... Exactement, parce que même le président lui-même a dit... La déliquescence économique, si je peux utiliser le terme ainsi. Oui, Et estimez-vous, ça a duré 30 ans, ça a duré 32 ans, le régime de Mobutu. Ces 32 ans du régime de Mobutu justifient-ils ou sont-ils des raisons valables de cette attente
qui est suscité par l'irruption subite, j'utilise le terme de cette manière-là, de libérateur. Monsieur Laurent Désiré Kabila arrive avec des troupes étrangères. Cela est reconnu indubitablement à ce jour que c'était bien le cas d'une agression. Parce qu'un certain nombre de pays africains se sont ligués ensemble avec, on le reconnaît également, des mentors qui dirigent réellement cette invasion et le Congolais, le pauvre Congolais, lui va dans la rue, applaudit, se croit être libéré. Est-ce que cela se justifie à votre avis, M. Ibouya? Non, là-dessus, je vais dire des choses. Mobutu, dans sa gestion, évidemment, la conclusion est simple, il a échoué. Il a laissé le pays en difficulté par rapport aux mesures qu'il avait prises et par rapport au comportement politique et économique qui étaient les siens dans la gestion de l'État. Le pouvoir de Laurent Désiré Kabila arrive, eh bien, un autre problème se pose, d'abord sur le plan du droit international. Un problème se pose, c'est de savoir s'il s'agissait d'une agression ou pas. Parce que les indices, c'est une rébellion, on évolue. C'est comme ça qu'on peut présenter les choses. N'est-ce pas? Mais en attendant, il y a des forces rwandaises, ougandaises et burundaises qui sont sur le sol congolais en train de combattre. Pas seulement celle-là. Alors, maintenant, parce que les forces angolaises se sont retrouvées dans la danse, les forces érythréennes se sont également retrouvées dans la danse. Donc, il y avait vraiment une coalition dans un certain nombre de pays africains. D'accord. Ça, il y a eu c'est pour cela que j'évoque les choses de cette manière-là. Alors, il y a eu le tout, mais sur le plan du droit international, il devenait difficile pour parler d'agression parce que, hélas, la Charte des Nations Unies ne donne pas autorité à tout le monde pour déclarer un acte comme étant une agression. Il n'y a que les membres du Conseil de sécurité qui peuvent déclarer un acte comme étant une agression. Il n'y a que le Conseil de sécurité qui peut, par rapport aux articles qui s'y trouvent, dire que il y a menace de paix, menace contre la paix, il y a acte d'agression. Ceux qui se sont retenus d'exprimer pendant très longtemps. Or, il s'est fait. Oui. Ils ont traîné. À et d'ailleurs, ils n'ont jamais dit, le Conseil de sécurité n'a jamais établi sur papier pour dire le Rwanda a agressé le Congo. Parce qu'il y a une conséquence logique. Si vous êtes un État agresseur, la conséquence est logique. On doit actionner un chapitre, excusez-moi, on doit actionner un chapitre, le chapitre de la Charte des Nations Unies pour répondre à l'agression. Oui, on ne va pas y arriver, mais là, non, c'est pas notre problème. D'accord, moi ce n'est pas notre problème. J'estime à mon avis que ça, ce sont des astuces de ceux qui, à dessein, savent ce qu'ils sont en train d'échafauder, ceux qui sont en train d'enclencher comme machinerie. Eh bien, c'est vrai, ils ne sont pas du tout. Mais ils ne sont pas. On ne dira pas qu'ils ne sont pas avisés. Ils savent très bien qu'il ne faut pas entraîner cette conséquence. Mais la réalité est que des troupes étrangères de pays limitrophes, entre autres, se retrouvent sur le plan de loi. Le territoire congolais. Je suis réaliste. J'ai dit ça, c'est sur le plan de loi. Oui. Mais sur le plan pratique, nous trouvons que les forces rwandaises, les forces ougandaises et les Angolais, comme tu as dit, les Érythréens, sont sur le terrain. Bon, ils vont évoluer jusqu'à faire partie de Mobutu. Pas parce que Mobutu était faible, mais parce que aussi, il faut reconnaître, les militaires n'ont pas combattu. Ils en avaient assez avec Mobutu. D'accord. Ce qui est vrai, c'est comme je l'ai dit avant, tout est lié. Donc ce ne sont pas des faits uniques. Tout est lié. Kabila, quand j'étais quand même dans les gouvernements à l'époque, quand Kabila est arrivé, ce qui est vrai, c'est que tout est lié
Mobutu a fait 32 ans, personne ne pouvait le faire partir. Monsieur Didier a dit ici que la CIA a contrôlé Mobutu du premier jour jusqu'au dernier jour. Donc quand la CIA a estimé qu'il pouvait partir, ils lui ont demandé de partir. Ils le lui ont d'ailleurs dit, nous vous remercions pour vos bons et loyaux services. Oui. Donc, et là, le Rwanda, qu'on se le dise entre nous quand même, le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays qui se sont mis ensemble pour venir envahir le Congo, ils ont quelle force par rapport à la force congolaise? Okay. Ils ont quel argent? Non, parce que pour faire la guerre, ce n'est pas une mince affaire. Absolument. La guerre, elle coûte énormément cher. Alors, ce sont des pays pauvres. Donc, c'est que il y a quelque chose. Donc, les projets de développement de certains, d'ailleurs, sont toujours subventionnés jusqu'à ce jour. Oui, ils sont supportés par les tireurs de ficelles. Donc, c'est ça. Ce que nous devons nous mettre en tête, c'est que nous, Congolais, devrions nous organiser. Le jour où on sentira que nous sommes réellement organisés, nous sommes capables de mettre fin à toutes ces choses qui nous réduisent jusqu'à l'échelle d'un animal. Je voudrais vous demander justement, professeur, dans ce sens-là, parce que à moins que vous pensiez qu'il y ait une nécessité de pouvoir l'évoquer, la réalité qui se vit au Congo à partir de cette invasion-agression, je colle les mots, excusez-moi de d'utiliser le terme de cette manière-là, c'est la même continuité jusqu'à ce jour, malgré qu'est intervenu des choses comme l'organisation de Sun City, je ne sais pas si vous pourriez l'évoquer, peut-être M. Ibouy, là, du fait de sa connaissance du droit international et certainement de connaissances juridiques, c'est la même... Quel avenir pour le Congo? Est-ce que je peux intervenir il peut. Sur ce que M. Didier Ibouila venait de dire? En fait, Mobutu, le temps que Mobutu a passé au pouvoir, Mobutu a paupérisé le peuple congolais à tel point, à telle enseigne que le peuple, il y a quelque chose qui était parti de lui. Nous l'avions évoqué ici, le patriotisme, l'amour de la patrie. Le Congolais n'avait plus ça. Avant que les Rwandais, disons la coalition, attaquent le Congo, agressent le Congo. Donc il n'y avait pas cet amour de la patrie dans le Congolais. Il est né au Congo, grandi au Congo, il a étudié au Congo, mais il n'avait pas cet amour-là. C'est pourquoi d'ailleurs, tu vas le remarquer, même si on nous montrait le film de l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa, tu vas voir que vous voyez bien que ce sont les Rwandais, mais vous les applaudissez. Pourquoi? Parce que Mobutu avait enlevé cet amour patriotique du cœur du Congolais. Et c'est là, en fait, c'est là la clé pour que le Congolais, comme vient de le dire monsieur le professeur, pour que le Congolais se dise encore aujourd'hui, non, je dois le faire, je peux le faire. Le Congolais doit commencer par aimer son pays, comprendre qu'il n'avait jamais fait un bond de commande pour naître au Congo et que cela lui a été donné par Dieu. Et que, étant né au Congo, tu es obligé d'aimer le Congo. Je voudrais nuancer un tout petit peu ce que vient de dire mon frère Monsieur Hilaire. Monsieur Hilaire. On ne peut pas, je ne crois pas qu'il y a un manque d'amour ou manque de patriotisme. Tu sais, même jusqu'à nos jours, en tout cas, en nous, nous ressentons l'amour du pays. Mais ce sont les circonstances qui font à ce que vous vous retrouvez devant des faits, par exemple de puissance, et puis il y a un désir réel. Le départ de Mobutu était souhaité. Pourquoi il était souhaité? Parce que les Congolais avaient vu que trop c'est trop. 32 ans, c'était même plus que... Ce n'était pas simplement du fait de la longueur, mais c'était beaucoup plus du fait des tribulations. Oui, oui, alors, tout est... Bon, en fait, il y avait des gens qui étaient... du pouvoir. Oui, oui, les yeux du pouvoir, il y avait des gens qui étaient trop favorisés. Alors, même en
n'importe qui pouvait venir, rwandais ou pas, pour eux, pour nous, à l'époque, Mobutu devrait d'abord partir. Donc kleptomanie, népotisme, Voilà, tout s'associé. On utilisait bien les le terme fils, inversion des valeurs. Ouais. C'est vrai, on n'y comprenait plus la rien. création des filles, À telle enseigne que tout le monde se disait bien. spécial des hiboux, tout ça là. En effet. On peut même remonter à l'époque ancienne de la demande de l'indépendance. C'est-à-dire que l'homme Sibi, à un moment donné, se révolte. Donc il y a eu une révolte au sein de la personne congolaise. Quelque peu passive. Oui. J'ose croire. C'est-à-dire on laisse faire. On laisse pourrir, on laisse envahir. Je continuerai en disant que, bon, en fait, tout ça, c'est un constat qu'on a toujours fait, qu'on continuera à faire. Bon, maintenant, nous devons voir l'avenir. Quel est l'avenir pour le Congo? Alors, l'avenir pour le Congo, c'est lequel? C'est si simple. Commençons par nous de la diaspora. Nous devons prendre conscience, quand nous allons dans toutes les conférences ici qui sont organisées pour parler du Congo, on nous fait réciter les passés. On nous raconte l'état de la nation, l'état des liés de la nation tel qu'elle est. Tel qu'il est plutôt. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ça, à nous lamenter tout le temps, dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis, nous disons même ça n'ira jamais. Oui, les passés, non, on ne peut pas dire que ça n'ira jamais. Les passés, c'est déjà passé. Ce sont des choses qu'on ne va plus faire, qu'on a déjà fait, ou qui ne vont plus revenir de la même manière. Mais ce que nous devons, ce qui est intéressant, c'est de voir le futur. Qu'est-ce que nous pouvons mettre sur place, sur pied comme stratégie, afin que nous puissions créer un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour nos enfants. C'est la raison d'être de Cofipro dans un premier temps aussi. Je vous remercie. J'interpelle la diaspora congolaise. Vous allez pouvoir l'évoquer valablement. On va juste. Oui. Non, pas revenir là-dessus. Oui. Non, c'est simplement pour des besoins d'ordre. Oui, allez-y. Je voulais seulement dire, il vous reste 13 minutes. Ah oui, d'accord. C'est ça qui va. Donc, je suis en train de vous amener aux conclusions. Oui, aux conclusions. Donc, les Congolais doivent prendre conscience. Même ceux qui disent qu'ils font la politique ici, dans les pays européens, quand nous allons dans ces réunions politiques, c'est les maillotos. On ne prend pas les choses au sérieux, comme le fait ceux qui nous ont colonisés. Tant que nous ne prendrons jamais les choses au sérieux, nous n'arriverons pas à casser ce que nous devons savoir, c'est que nous vivons, nous dépendons des intérêts. Chaque peuple, chaque nation vit pour ses intérêts. Et ils ne vont pas nous laisser faire. C'est à nous de prendre conscience. En d'autres termes, c'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre. C'est à nous de prendre conscience, de voir ce qui est possible d'être fait. Et là, concrètement, professeur, concrètement, j'ai dit. Je ne pas que vous terminiez. Oui, concrètement, j'ai dit. Quelle pourrait être la solution? Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Moi, je donne la solution dont j'ai proposé. Oui. Nous devons créer une banque de la diaspora congolaise. Cela est possible. Nous sommes dans un environnement où le gouvernement de ces pays permet à ce que les communautés se développent. C'est ainsi que nous avions créé notre projet qu'on a dénommé Cofipro, qui a 4 ans d'existence. Formidable, vous nous apprenez quelque chose. Ah, mais oui. Et quand nous aurons notre banque, nous aurons notre institution financière, nous allons investir, c'est notre argent, nous allons investir chez nous, il n'y aurait aucune contrainte. Donc nous ne subirons aucun dictat d'une personne quelconque. Alors nous devons prendre conscience. Imaginez-vous, nous sommes 50 000 Congolais. Et d'ailleurs, c'est ce que les autres vont faire tout, immédiatement. Je vais vous donner le compte. Si chacun de nous peut épargner 10 livres, 11 livres. 10 livres, c'est votre argent que vous épargnez. 11 livres. Et une livre. Et une livre pour l'administration. 50 000. Nous aurons 550 000 chaque mois. Dont 500 000 pour notre épargne. 50 000, nous pouvons bien faire. Nous pouvons bien engager des gens qui vont faire une administration parfaite. 10 mois après, on a des millions. Et les millions vont appeler des millions. Et nous allons investir chez nous.
Prenons conscience. Et à votre avis, pour est-ce que ça marche? C'est déjà en marche? Oui, oui. Ça réussit? C'est en voie de réussite? Oui. Monsieur Au moment où nous parlons, Cofipro vit très bien. Pour ceux qui sont membres, ils savent, nous vivons bien. Tout ce que nous voulons, c'est d'avoir des personnes sérieuses, intègres, qui comprennent les biens fondés de ce que nous sommes en train de faire, qui comprennent qu'ils sont dans un environnement différent de celui du Congo, qui comprennent que sans la force, parce que les anglo-saxons disent, pour qu'il y ait développement, c'est la combinaison de 5 M. Premier M, c'est l'homme. Nous sommes des hommes comme tout autre homme. Deuxième M, money. Sans argent, vous ne pouvez rien faire. C'est le nerf de la guerre. Ah, mais oui. Toutes les nations puissantes, ils ont l'argent. Et pour nous, nous pouvons créer notre institution financière. C'est possible, c'est faisable, ce n'est pas de la magie. Donc la diaspora congolaise peut bien s'organiser parce que quand vous voyez le nombre, plutôt la valeur financière que la diaspora transfère au pays de manière dispersée, dont le pourcentage de ces transferts revient à des sociétés étrangères. Mais nous perdons beaucoup. Je vais revenir sur vous. C'est extrêmement intéressant. C'est là, je crois que ça fera absolument l'objet de toute une émission. C'est là où quelle projection, M. Hiller? Je ne voudrais pas que vous abondiez dans le commentaire que vient de faire monsieur, juste pour aller rapidement, parce que nous allons en conclusion. Quel avenir pour le Congo? Non, personnellement, je voudrais dire ceci. L'avenir pour le Congo repose sur ce petit mot, le patriotisme, le nationalisme, aimer sa patrie, aimer sa nation. C'est sans condition. C'est sans condition. Tu n'as pas posé des conditions pour cela. Mais ce n'est pas simplement un vocable. Patriotisme, nationalisme, c'est pas simplement des vocables. C'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose de réel. Si je peux vous permettre que je rejoigne M. Jean-Léon quand il parle de la Cofipro. C'est-à-dire que tu sens, tu dis, non, ça c'est congolais. Consommons congolais. Parce que je suis congolais, je veux que le Congo avance, je veux consommer congolais, je veux passer par les services d'un Congolais. Question d'être sérieux. Parce que si quelqu'un vient avec son agenda caché, je répète encore, c'est comme à l'époque, avant l'indépendance, chacun son agenda caché, c'est là où il y aura encore explosion. J'espère qu'il y a toutes des dispositions qui sont prises pour que cette merveilleuse entreprise ne se saborde pas elle-même. Monsieur Ibouila, vous qui avez connaissance de la chose politique, quel avenir pour le Congo? Le Congo de demain dépendra de ce que nous allons en faire aujourd'hui, ou de ce que nous voulons aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est-à-dire nous devons nous dire qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Un pays qui assure et qui rassure. Un pays qui accepte les étrangers à y vivre, mais à respecter nos lois. Un pays qui accepte que la combinaison de toutes les énergies nous permette à faire développer notre nation. Ça, c'est le 1. De 2, nous devons arriver à faire en sorte que la loi ait une place dans notre société. Une loi qui garantit les droits de l'homme, une loi qui garantit le projet des investisseurs, une loi qui garantit l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est ça le Congo. C'est pourquoi, comme tu m'as présenté au début là, avec le projet l'ONG New Hope, qui est une ONG internationale, dont je suis directeur exécutif, où je m'occupe de l'enseignement, de l'éducation, sous toutes les formes. La formation en IT. IT, c'est quoi encore? C'est information technologie. Non, mais là, en français, là, nous disons en informatique. Apprendre aux mamans comment coudre pour être indépendante, victime de conflits. Je l'ai fait dans un coin au Kivu, alors que je ne suis pas du Kivu. C'est ça, aimer son pays. Ça, c'est le patriotisme. Mais ne le fais pas parce que tu es de l'Équateur, tu es de Bandundu, le fais dans ton coin. Je l'ai fait au Kivu. Je n'y ai jamais été. Concrètement. Je l'ai fait partout. Ça signifie qu'il faut aimer le pays
et arriver à participer. Mais nous battre au même moment pour qu'un état de droit existe, parce que sans état de droit, tout ce que nous allons entreprendre comme démarche ne va apporter aucun résultat. Je vous remercie énormément pour ce que vous exprimez là. Mais j'estime néanmoins, ça répond absolument à un certain conditionnement. Ça répond absolument à un certain conditionnement parce que, vous voyez, 32 ans ont, d'une certaine manière, je ne sais pas si utiliser le terme falsifié, le mental, la vision globale de la réalité humaine du Congolais, elle paraît tronquée. C'est pour ça que je vous posais la question. Quelles sont les dispositions concrètement? Qu'est-ce que le politique doit faire? Nous devons nous battre pour prendre les choses en main. Nous devons nous battre et nous assurer que c'est nous qui gérons notre pays et c'est nous qui mettons en place les différentes politiques pour son développement. Pas de politiques qui viennent d'ailleurs, parce que ces politiques n'ont rien à voir avec nos propres intérêts. Voilà. Professeur Jean-Léon, avez-vous quelque chose de supplémentaire à ajouter? Non, je vous remercie très sincèrement pour nous avoir donné cette occasion de nous exprimer. Et je crois que ceux qui nous vont nous suivre auront de la matière. Et c'est la conclusion qui est la plus importante, celle de faire de sorte que nous puissions mettre sur pied les politiques qui sont les nôtres, les politiques économiques et les politiques sociales. Ok, merci. Monsieur Hilaire, pouvez-vous avoir exprimé quelque chose en conclusion? Oui, je dirais moi que tout celui au Congo qui se dit lumumbiste, qui se dit je sais pas moi quoi, MNC ou quoi, pour la plupart ce sont des gens qui utilisent le nom de Lumumba et qui veulent vendre ce que eux ils ont pour tirer du Congo ce qu'ils veulent tirer du Congo. Cherchons à être des vrais patriotes, des vrais nationalistes pour servir le Congo et non que le Congo nous serve. Monsieur Ibouila, je reviens de nouveau vers vous. Non, merci beaucoup pour l'occasion que tu nous as offerte pour parler du Congo. On ne pouvait pas parler de tout, que les auditeurs puissent nous comprendre. C'est vraiment pas possible. On ne pouvait pas parler de tout, mais en différentes émissions, en différents programmes, on peut en parler. Je vous remercie, c'est moi qui dois vous remercier sincèrement d'avoir accepté que nous puissions parler, échanger et puis faire participer à travers nos messages les autres pour la reconstruction du pays. Pour ça, je vous remercie sincèrement. Je vous remercie également, chers invités, chers téléspectateurs. Vous avez trouvé là l'occasion de l'expérience. Adusimba guitare na maboko okeno melenga elenga mokili ekobaluka atandele mondele akosukwana atandele obaluka atandele mokili ekobaluka Tandele bande kwa tandele atandele